Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier intitulé Des commerces pour stimuler les quartiers. Nous sommes réunis autour de cette table virtuelle avec 5 intervenants. On va commencer cet atelier par une présentation des principaux résultats de l'étude réalisée sur le bilan du développement économique dans le PNRU et les perspectives ouvertes dans le NPNRU, étude menée par KPMG et l'agence Lestou et Associés. Paul Sarraïs nous présentera la synthèse de cette conclusion et David Lestou proposera un mot en conclusion. Nous prolongerons avec 3 exemples, 3 témoignages de projets de polarité commerciale dans des QPV au sein de territoires qui présentaient déjà un bon niveau de commerce et de services. Ça correspond à l'une des catégories de la typologie proposée dans le cadre de cette étude. Donc ces 3 territoires sont Montbéliard, Amiens et Orléans. Donc sont réunis autour de cette table Laurence Defeuille, directrice opérationnelle à l'EPL Territoire 25 à Montbéliard, Caroline Foucard, chef de service projet de renouvellement urbain à Amiens, et Peggy Etave, responsable du service rénovation urbaine à Orléans Métropole. Cet atelier a été conçu et organisé par les auteurs de l'étude ainsi que par Véronique Girard de l'ANRU. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Chaque témoignage sera suivi de quelques minutes d'échanges, questions-réponses, et on gardera une dizaine de minutes à la fin pour des échanges transversaux sur cet enjeu des projets de polarité commerciale dans des QPV. On vous invite vivement à prendre la parole à travers le fil de discussion qui est visible de tous, et le modérateur m'en fera remonter certaines. Merci à Fabrice Amic. Sans plus attendre, je laisse la parole à Paul pour présenter la synthèse de l'étude. Très bien, donc bonjour tout le monde. Pour introduire effectivement l'atelier, on souhaitait faire effectivement un état de ce que l'on a pu investiguer ces derniers mois dans le cadre du bilan du PNRU, pour alimenter effectivement cette réflexion sur la façon dont le programme qui est porté par l'ANRU a pu permettre effectivement de mieux déceler et accompagner les potentialités en matière de développement économique sur les US, dans le cadre du PNRU, sur les QPV demain. Donc, on a regardé 4 choses dans le cadre de notre étude qui sont présentes. Comment est-ce que le PNRU a permis effectivement de renforcer l'expertise des potentialités de développement économique sur les quartiers, sur les US? Comment est-ce que le PNRU a permis aussi donc d'enclencher des opérations catégorie développement économique sur les quartiers? Donc, c'est les 803 millions d'euros au total qui ont été mobilisés pour financer ces projets. Et sous un angle évaluatif, regarder effectivement la façon dont l'inscription dans le PNRU a permis d'accélérer les trajectoires de développement économique de nos quartiers. Est-ce que les projets qui ont été financés en sont la cause ou une façon effectivement de réussir le pari du développement économique? Alors, quelques éléments de repère quand on parle effectivement de cette question de développement économique. Rappeler effectivement que l'ANRU, dans son précédent programme, n'avait pas vocation à porter et à générer l'ensemble de la politique de développement économique sur les territoires. Le RGA fixait effectivement un objectif de subvention d'opérations qui allait être en déficit. Important de le rappeler pour qu'on mesure bien effectivement les ambitions initiales. Ça nécessite aussi de rappeler que l'ANRU allait soutenir des opérations lorsque les porteurs de projets allaient effectivement les soumettre et les proposer. Un des grands défis du précédent PNRU, c'était de pouvoir faire en sorte que les projets mûrissent et que la gouvernance locale se saisisse véritablement de cette question du développement économique dans le projet urbain, et donc de pouvoir accompagner ces réflexions-là. Quand on parle d'accompagner la réflexion, il y a un enseignement qui est assez clair, c'est que l'ANRU et la Caisse des dépôts ont mobilisé effectivement des moyens pour faciliter l'expertise des potentialités de développement économique. Ce qu'on a pu mesurer, nous, c'est que la couverture de ces études développement économique était relativement limitée au niveau national. On a moins de 15% des US qui ont bénéficié de ces études.
Une fois que l'on a dit ça, un simple élément de mesure, donc 803 millions d'euros d'investissement au total sur les opérations de développement économique, c'est 385 projets qui ont été soutenus. Et là où on est en phase avec notre thématique du jour, c'est que l'essentiel de ces projets portait sur le commerce, donc la réhabilitation de centres commerciaux, la création de locaux, cellules commerciales en pied d'immeuble. De façon plus minoritaire, l'ANRU est intervenu sur les parcs d'entreprise, les bureaux et locaux d'activité. Ces points de repère passés, sur le point suivant de la présentation, comment nous sommes compris effectivement pour lire ensuite l'enjeu de l'impact du NPNRU sur les trajectoires économiques des quartiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail de nos travaux, mais ce qui est important, c'est de retenir qu'on a cherché effectivement avec David Lestou et son équipe, qui connaît très bien les questions du commerce, à identifier des marqueurs du développement économique. 9 marqueurs, donc 9 indicateurs statistiques qui ont pu être mobilisés en fonction de leur disponibilité, etc., pour identifier 4 profils, 4 trajectoires types de nos us entre 2008 et 2015. Voir effectivement comment chacun des quartiers pouvait se comporter en matière d'évolution du nombre de commerces, de densité commerciale, de création d'entreprises, etc. Pourquoi ce travail? Eh bien, pour isoler un petit peu la façon dont chaque ZUS au profil comparable pouvait effectivement recevoir, entre guillemets, les impacts du NPNR, enfin, du PNRU, pardon, en matière de développement économique. Donc, ce travail, sans rentrer dans le détail encore une fois, ce que cela nous apprend sur la diapo suivante, c'est qu'il y a une comparaison qui est réalisée systématiquement sur ces 9 marqueurs du développement économique, profil type de ZUS par profil type de ZUS, en fonction que l'on ait bénéficié du PNRU, que l'on n'en ait pas bénéficié, on ait bénéficié d'opérations de développement économique, ou que le quartier soit inscrit effectivement dans le dispositif zone franche urbaine. Donc ça a été très illustratif de notre raisonnement que de voir que sur toutes les typologies de ZUS, il y a eu un effet booster certain du PNRU sur nos marqueurs du DevEco. Des rythmes de création de commerce plus forts, des rythmes de création d'activités plus élevés, une plus forte, effectivement, variation du nombre de praticiens de santé ou de création d'auto-entreprises. Donc le PNRU a un impact. Il est essentiellement centré sur les effets de la recomposition urbaine, plus que le strict apport des opérations de développement économique financées dans le cadre du PNRU, de 385 projets. C'est ce qu'on a pu voir. Et puis, rappeler aussi que le PNRU a cet apport qui est encore plus important quand on est sur un quartier qui est en zone franche urbaine, qui est un déterminant très fort sur tous nos marqueurs du développement économique. Au-delà de cette échelle macro, là où on a un vrai sujet de réflexion, c'est que quand on a regardé au-delà de ces bilans chiffrés et la réalisation des investissements de l'ANRU sur une trentaine de territoires qu'on allait interroger, on voit que sur la majorité des sites, les opérations commerciales ont des indicateurs plutôt modérés en termes de résultats, peu d'effets d'entraînement sur l'évolution du nombre de commerces et qualitativement des difficultés à positionner ces centres commerciaux en cœur de quartier. Alors, de quoi on parle? Pour donner quelques illustrations sur la page suivante, de ces centres commerciaux de taille modeste, en cœur de quartier, en pied d'immeuble. Ici, on a différentes configurations sur lesquelles l'ANRU était amené à intervenir avec ses partenaires pour chercher à réparer ces centres commerciaux et voir comment on alimente vraiment une réflexion sur la dynamisation de l'appareil commercial et de l'activité économique sur nos secteurs. Donc, on a tiré effectivement le bilan de ces opérations. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'on fait effectivement de cette réflexion sur le commerce dans le cadre du nouveau programme du NPNRU et comment on reboucle avec l'outillage que l'on a proposé dans le cadre de notre étude en matière de lecture des potentialités du site. On a fait sur les QPV, sur le nouveau périmètre, pour mesurer les dynamiques de l'agglomération, analyser les potentialités de développement économique et justement voir si le nouveau programme cible bien
investissement, là où c'est important. Donc, Il y a un sujet de son qui part et qui revient, Paul. Ah. Et vous n'avez pas une main sur un micro ou... Non. Bon. Oui, en perspective pour le PNRU, on a travaillé sur cette question de la typologie des QPV, sans rentrer dans le détail là aussi, puisque ça va être l'objet de nos discussions et d'illustrations. Sur la page suivante, avec l'équipe de David, nous avons effectivement regardé quels allaient être nos 6 marqueurs du développement économique: la densité commerciale, la densité en services et établissements, la part des actifs occupés, les niveaux de revenus, la connexion au transport en commun et la vacance commerciale au sein de la ville. Fonction de cela, on voit qu'il y a 7 types de QPV qui se dessinent sur l'ensemble des QPV français, avec chacun leur profil et leur potentialité. L'idée de voir comment ce découpage par famille nous permet de voir s'il y a des tendances communes et des potentialités communes qui sont exploitées dans le cas du NPNRU. Donc, focale cet après-midi sur la famille 4, de pôles de quartier fortement équipés, sur lequel on va voir effectivement quelles sont ses principales caractéristiques. Et si le constat se confirme à l'épreuve des témoignages d'Orléans-Montbéliard et de Orléans-Montbéliard et Amiens, pour effectivement regarder cela. Donc, la typologie 4, pôle de quartier fortement équipé. Comment est-ce qu'elle se caractérise? Plutôt par une appréciation très positive des signaux que l'on peut avoir en matière de potentialité de développement économique. Par rapport à l'ensemble des QPV français, on est sur des quartiers où la densité en établissement de services aux entreprises, la densité en industrie, en artisanat, où la dynamique effectivement d'auto-entreprise est plus forte que sur l'ensemble des QPV du reste du panel. Donc des signaux qui font, avec les autres indicateurs comme on a pu étudier, plutôt des points d'appel pour développer effectivement des activités économiques. Potentialité forte sur le commerce, on va voir si ça permet effectivement d'alimenter les opérations commerciales à succès, sur l'offre de santé et sur les activités artisanales. L'idée est de voir comment est-ce que cette typologie, encore une fois, montre qu'on a effectivement des potentialités à suivre en matière d'opérations commerciales sur les quartiers. Et c'est ce que nous allons voir avec nos 3 intervenants suivants. Merci beaucoup, Paul. C'était très clair avec un timing parfaitement tenu. Sans transition, je laisse la parole à Laurence Defeuille pour nous raconter le projet de Montbéliard. Il faut rallumer le micro. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons virtuellement nous transporter en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département du Doubs, et plus particulièrement dans le berceau des usines Peugeot, qui est aujourd'hui le groupe Stellantis, à Montbéliard. 25 000 habitants. Vous voyez sur la carte où se situe donc le cœur de ville par rapport au quartier qui nous occupe aujourd'hui, le quartier de la Petite Hollande. Donc Montbéliard, 25 000 habitants dans une agglomération de 140 000 habitants, et le quartier de la Petite Hollande fait, lui, 7 600 habitants. C'est une population plutôt jeune, il y a à peu près 40% de familles, le revenu médian est assez faible, et il y a 50% de personnes qui sont retraitées ou sans emploi. Donc ce quartier, le slide suivant s'il vous plaît, ce quartier, alors on va voir quels sont les objectifs du deuxième plan, puisque ce quartier a déjà fait l'objet d'un premier plan entre 2005 et 2017. Donc, trois objectifs forts: reconstituer une offre commerciale pérenne et repositionner vers les axes liant le cœur de ville au quartier. On a vu où ça se situait, donc remettre du lien et des liaisons. Pour ce faire, c'était construire un nouveau centre commercial en utilisant une halle de marché déjà existante. Et là, c'est un des facteurs clés de succès. Réorganiser le marché ambulant et construire un nouveau pôle de services. L'idée, c'est d'associer commerce et services pour attirer du flux.
Deuxième objectif, renforcer les fonctions urbaines de centralité en qualifiant l'espace public. C'est un choix très fort qui a été fait de miser sur la qualité de l'espace public en offrant des espaces de convivialité, en organisant et sécurisant les déplacements et en recréant des îlots à dominante végétale. Et de plus, le troisième objectif, c'est de développer une offre d'habitat diversifié pour répondre aux besoins des résidents de la commune. Merci. Et donc là, vous voyez les principales actions du deuxième plan et qui va se dérouler entre maintenant et 2024. Ça consiste en particulier à renforcer en fait les équipements et à requalifier de manière extrêmement forte, comme je l'ai dit, les espaces publics, à poursuivre la démolition des logements, puisque là, on aura plus, en tout, il y aura plus de 1000 logements qui auront été démolis. Et puis, vous voyez sur cette carte, il y avait donc un triangle, là, qui était une halle de marché existante qui avait été faite dans le cadre du premier plan pour abriter le marché, mais ça n'avait pas fonctionné. Et donc, il a été décidé de réutiliser cette halle et de la transformer en centre commercial, puisque aujourd'hui, sur le quartier, il existe un centre commercial, mais qui est obsolète et qui va donc être démoli et remplacé par des logements. Et vous voyez enfin le pôle de service, ça c'est vraiment la nouveauté, donc lié commerce, service, espace public, logement, pour créer un quartier vivant et surtout, on le verra, un quartier tourné vers l'extérieur. Slide suivant. Merci. Pourquoi y a-t-il eu cette volonté d'implanter à la fois ce centre commercial et ce pôle de service? Évidemment, l'opportunité, c'était le nouveau plan national de revitalisation urbaine. Sans cela, rien n'était possible, puisque c'est un projet qui est très largement soutenu par l'ANRU, tant sur les espaces publics que sur le commerce. Il y a une très forte volonté politique de la ville de Montbéliard. Par exemple, elle a souhaité utiliser l'ensemble de ces outils, tout ce qu'elle pouvait avoir devant elle pour trouver des solutions. L'autre point, c'est que le centre commercial était totalement obsolète et qu'il n'était pas possible d'être réhabilité. Quatrièmement, l'existence de cette halle, en fait, qui donnait déjà à voir ce que pourrait être le nouveau centre commercial et qui a fait en sorte que la population adhère plus rapidement au projet. Et puis l'existence d'une centralité. Il y a déjà un tribunal de grande instance, la sécurité sociale, l'université, la piscine. C'est un quartier vivant avec beaucoup de passages. Et puis, des études qui ont été réalisées par le cabinet Lestou qui ont montré qu'il y avait un vrai potentiel de chalandise à l'unique condition, et ça, je tiens à le préciser, de capter des flux extérieurs au quartier. Et donc, tout le travail a été de diversifier l'offre commerciale et surtout que les aménagements de l'espace public permettent d'accéder facilement au centre commercial, et nous verrons dans la dernière slide. Donc là, vous voyez les deux projets côte à côte. Donc, le projet de centre commercial sous la halle existante, donc c'est une boîte, enfin plus exactement un triangle dans un triangle. Et de l'autre, c'est une construction neuve, un pôle de service avec pharmacie, auto-école, opticien et des professions médicales. De l'autre, vous avez Norma qui, en fait, est venue dans ce projet et qui nous a aussi conforté dans le fait que ce projet avait un sens et avait un intérêt économique, parce que Norma a fait beaucoup d'études complémentaires à celles que nous avions faites et nous a dit oui, je viens, mais aussi toujours à la condition que le parking soit fait de telle façon que ça soit facile d'accès, et surtout Norma a une gamme de produits qu'il ne modifie pas, quel que soit son emplacement. Donc, la gamme de produits n'est pas liée au quartier dans lequel il s'installe, mais est sa marque
Et donc, les produits se vendent partout. Et donc là, vous voyez une programmation en fait avec peu de boutiques. Pourquoi? Parce que c'est que 1600 mètres carrés et Norma avait besoin de 900 mètres carrés. Et l'acceptation de Norma a fait en sorte qu'on se retrouve avec moins de boutiques. On a une boulangerie, la Poste et un local ville. Mais le mix de marketing à l'origine était plus diversifié, avec surtout un restaurant. On souhaitait implanter un restaurant, mais ça, par contre, ça n'a absolument pas fonctionné et nous n'avons trouvé aucun client. Et vraiment, ce qui a fait la possibilité que ce projet existe, c'est l'arrivée de Norma. Et puis, la slide suivante, donc les facteurs clés de succès, après je vous montrerai l'espace public. Alors, les facteurs clés de succès sur ce projet, c'est quoi? C'est avant tout un montage très spécifique. Un montage qui a mis en œuvre tous les outils à la disposition des collectivités, c'est-à-dire que là, la société publique locale que je représente est l'aménageur du projet, la SEM pardon, est le promoteur, et une société de portage a été spécifiquement constituée entre la Caisse des dépôts et la SEM pour pouvoir faire sortir ce projet. Sans cette société de portage, sans le fait que ça soit la SEM qui soit le promoteur et qui accepte de partir à risque, nous n'aurions pas pu faire sortir ce projet, puisque dans un premier temps, nous avions fait appel au privé et le privé a jeté l'éponge assez rapidement. Deuxième facteur clé de succès, la requalification qualitative de l'espace public. J'insiste là-dessus, c'est très important. Troisième point, la diversification de l'offre commerciale afin d'étendre la zone de chalandise au-delà des quartiers, donc c'est-à-dire ne pas offrir un assortiment de produits qui soit à vocation communautaire, mais qui soit pour tout le monde, et donc qui permettent aux uns et aux autres de venir faire ses courses. Quatrième point, le renforcement de l'accessibilité du quartier. Je l'ai déjà dit, mais ça aussi, c'est un point majeur. Et puis, la continuité du parcours marchand entre le marché ambulant et le centre commercial, on verra slide suivante. Et puis, la convergence des flux. Le pôle de service, en fait, a pour vocation d'attirer un maximum de flux pour le centre commercial. Et enfin, dernier point sur les facteurs clés de succès, le zoom sur la requalification de l'espace public. Donc, vous voyez la halle transformée en centre commercial, vous voyez le pôle de service et vous voyez comment ça a été structuré pour à la fois à l'extérieur permettre le parking. Vous avez du parking à droite et à gauche directement accessible depuis l'avenue François Mitterrand. Et surtout, vous avez devant le centre commercial, là, il y a très peu de voitures. Là, la place est au mode doux, aux terrasses, aux piétons. Et l'ensemble du site a été travaillé avec beaucoup de liaisons entre ce quartier spécifique de la Petite Hollande et les autres quartiers du reste du quartier, c'est le cas de dire, les autres zones du reste du quartier. J'en ai fini. Merci beaucoup. Si on veut tenir le temps, je peux vous poser une question si vous vous engagez à y répondre en quelques secondes. Parce que j'en choisis une. Vous indiquez que les études ont montré que l'avenir du projet commercial dépendra de sa capacité à attirer des flux extérieurs au quartier. Est-ce que cet enjeu vous a conduit à réfléchir sur la localisation optimale du centre commercial? Il nous a convenu, absolument. Non pas sur la localisation, parce qu'on souhaitait réutiliser la halle existante, mais sur comment on arrivait à accéder facilement à la halle et donc la création des deux parkings à gauche et à droite. Absolument. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer la parole à Caroline Foucard, qui nous parlera d'un projet à Amiens. Bonjour à tous, donc bienvenue à Amiens. Je vous laisse. Donc voilà, donc nous voilà à Amiens, donc une ville de 133 000 habitants dans une agglomération assez resserrée de 180 000 habitants, équivalente du coup à Montbéliard. On a sur le territoire 6 QPV, dont 3 bénéficient d'un programme de renouvellement urbain. Et donc, au global, on a à peu près un habitant sur 5 de l'agglomération qui vit en QPV.
Le projet sur lequel on va réfléchir aujourd'hui, donc c'est le projet du col vert qui se situe donc au sein du rond orange, vous voyez sur la carte de gauche, qui est donc dans le quartier prioritaire des quartiers nord, qui est le quartier le plus densément peuplé, quartier prioritaire le plus densément peuplé de la ville, qui accueille 16 000 habitants. Donc, on intervient sur un centre commercial existant qui était en copropriété de grande taille, puisqu'il était composé de 29 lots et qui s'étend sur à peu près 2,5 hectares. C'est voilà le jaune que vous voyez en bas à droite sur la photo aérienne. Il a l'avantage, en fait, ce centre commercial, malgré évidemment un certain nombre de difficultés, de bénéficier aussi de l'accueil d'un marché de plein vent le dimanche, d'un très grand marché qui regroupe près de 200 étals et qui a vraiment un rayonnement à l'échelle départementale. Donc, cette opération de reconquête de l'offre commerciale s'inscrit en fait dans un contexte urbain plutôt favorable, sans avoir fait l'étude en effet dont les résultats nous ont été présentés précédemment. C'est vrai qu'on avait assez rapidement identifié des signaux positifs qui ont conforté le lancement de ce projet. D'abord, on est dans un QPV, vous le voyez sur la carte, qui est finalement assez peu enclavé au sein du territoire amiénois. On est à seulement 8 minutes de la cathédrale et on est à proximité de la Rocade. Le quartier est très bien desservi par les transports en commun et notamment par un BHNS installé depuis 2019. Et on a depuis toujours en fait des habitants qui, voilà, de par cette localisation, ont l'habitude de se déplacer, sont assez mobiles, viennent facilement au centre-ville. Et inversement, on a voilà l'ensemble des habitants de l'agglomération qui se rendent assez facilement aussi au sein de ce territoire, notamment pour pratiquer aller dans certains équipements. On a une densité, évidemment, élément favorable assez importante, puisqu'on a 16 000 habitants, même si les études ont montré que la zone de chalandise propre à l'opération était assez limitée, autour de 6 000 habitants. Donc, il y a quand même confirmé une vocation de proximité de l'offre commerciale. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a une dynamique de rénovation urbaine qui s'est engagée très tôt sur ce quartier, depuis la fin des années 90. Et on a notamment, au début des années 2000, un projet urbain de très grande qualité qui avait été défini par François Greter et Jacqueline Hosty et qui avait eu déjà à cette époque la vision que sur ce quartier en particulier, il y avait besoin d'une intervention massive en démolissant assez fortement l'offre de logements existante. On est à quasi plus de 50% de démolition pour opérer un changement massif des usages et une plus grande qualité résidentielle. Voilà. Et donc, en fait, du coup, au lancement du NPNRU et au moment où on lance aussi cette intervention sur le sol commercial, on est déjà rassuré par le bilan très positif de ce qui a été produit sur, alors notamment la partie ouest du quartier que vous voyez pas ici, mais voilà, on est rassuré par ce qu'on a déjà pu réaliser. Et du coup, les élus et les commerçants, voilà, ont assez vite eu, il y a eu un consensus en tout cas rapide pour intervenir massivement sur ce centre commercial et notamment pour envisager une démolition complète de la copropriété. Ce consensus est ressorti dans l'enquête publique qui a été menée. Donc sur ce centre commercial, on est vraiment avant tout sur un enjeu plus globalement de renversement d'image et c'est ce qui a été inscrit, ce qui a motivé la déclaration d'utilité publique. Voilà, on n'est pas simplement sur la revitalité de l'offre commerciale en tant que telle. Donc sur la carte que vous voyez ici, ce sont les intentions, la stratégie urbaine dans le cadre du NPNRU. Le centre, enfin vous aviez le carré bleu qui correspond à la place en fait du col vert auquel s'adosse l'offre commerciale. Et vous voyez notamment les aplats de bleu sur toutes les opérations de démolition, reconstruction, diversification de l'habitat. Donc on est vraiment sur une stratégie urbaine globale. Alors, ce projet de reconquête de l'offre commerciale, vous pouvez passer à la diapositive suivante, n'a pour autant pas été simple à mettre en œuvre. Finalement, voilà, à partir de l'émergence des études jusqu'à la livraison d'une bonne partie de l'opération qu'on espère en 2023, voilà, il aura fallu pas moins de 15 ans. Que la phase d'amorçage n'a pas été facile. On a eu quelques évidences, notamment celle de reconstruire une partie de l'offre commerciale avant de démolir le centre commercial existant pour évidemment qu'il n'y ait pas d'interruption de l'activité et de diminuer drastiquement l'offre commerciale
on partait d'une offre commerciale très importante, 29 commerces. Le projet futur n'en prévoit que 11, voire peut-être 15, mais aujourd'hui, on est plutôt autour de 11 commerces, sans compter éventuellement des activités associatives autres. Voilà. Mais malgré ces premières convictions, il a fallu prendre du temps pour réaliser un certain nombre d'études de programmation, pour sécuriser, pour fiabiliser le projet sur la question de la programmation des espaces publics, du logement. C'est aussi une opération du coup qui accueille de nouvelles opérations de logement en associant les bailleurs sociaux, notamment en créant ce groupe Action Logement, mais pas que, en allant aussi faire de l'accession à la propriété. On s'est interrogé aussi, on a fait des études pour étudier ou pas le potentiel d'implanter des activités économiques type hôtel d'entreprise qui n'ont pas été confortées, des études juridiques, évidemment, foncières, des études de sécurité. Voilà, tout ça, il y a une maturation assez longue pour nous permettre de sortir, de trouver le bon projet et le fiabiliser au mieux. Donc sur cette opération, on travaille évidemment avec l'ANCT. On avait approché des opérateurs privés qui n'ont pas pu répondre à l'appel. Ce qu'on voulait peut-être signaler aussi, c'est que la ville, Amiens Métropole et la Chambre de commerce sur cette opération se sont engagés et se sont impliqués fortement auprès d'ANCT, notamment dans la définition de la programmation commerciale. Sur les 11 commerces, on a quand même lot par lot réfléchi aux commerces qu'on souhaitait. Il a fallu parfois se battre pour aller chercher notamment le distributeur de billets, etc., la banque, pour aller vraiment les inclure dans le projet. Et pour certaines activités, je pense notamment à la boulangerie, qui étaient des activités qualifiées pour nous un peu sensibles, ont été mis en place des appels à candidature et des comités de sélection regroupant les représentants de chaque partenaire, donc la CCI notamment, pour évaluer au mieux les candidats qui se présentaient. Voilà, l'objectif de cette opération, c'est vraiment d'avoir à terme une offre commerciale de très bonne gamme, une montée en gamme et de se donner les moyens de fiabiliser cette opération. Et puis, c'est aussi une opération qui, d'un point de vue immobilier, a été donc imaginée avec plusieurs opérateurs, la NCT, des bailleurs sociaux, la ville, la métropole, et qui finalement a été découpée en plusieurs lots, plusieurs tranches. Alors initialement, ça n'avait peut-être pas été imaginé avec telle sortie, mais finalement, ça s'est avéré plutôt intéressant puisque le projet est quand même lourd et compliqué à faire sortir, et ça nous a permis de faire sortir, notamment avec l'ANCT, une première petite opération qui est déjà en fin de livraison et de ne pas finalement bloquer l'ensemble du processus. Donc vous voyez notamment sur la carte de gauche, vous avez des lots B1, A, etc. Donc le lot A est une première opération qui est celle à droite sur la photo, portée par la NCT, qui est déjà, on a déjà la pharmacie, le tabac-presse qui ont ouvert. Et même si aujourd'hui on a encore des situations de blocage sur le reste du projet, on a quand même des premiers signaux rassurants pour les habitants, et ça c'était important. Donc ce qui a été aussi, ce qu'on voulait aussi signaler, c'est dans les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc évidemment, c'est un projet qui prend du temps, qui nécessite des expropriations. Dans le cas d'une DUP, on avait identifié quand même évidemment la difficulté de ces procédures. On s'est fait accompagner aussi d'un cabinet expert en la matière. Néanmoins, le recul, c'est que peut-être qu'il aurait fallu encore plus renforcer en interne comme en externe cet accompagnement. On a eu quelques déconvenues, comme sur cette opération, on a un certain nombre de commerçants qui sont transférés. Et finalement, parfois, il s'est avéré que notamment un commerçant a finalement changé d'avis en cours de route, sauf que du coup, on n'avait pas engagé de procédure d'expropriation à son encontre. Et évidemment, tout ça fait perdre beaucoup de temps. Donc c'est vrai que le conseil, c'est de renforcer encore plus l'accompagnement sur ces procédures qui sont extrêmement complexes. Ensuite, aujourd'hui, en effet, donc on est sur
on sent que le potentiel, voilà, est quand même fragile. On se donne du coup la possibilité de réinterroger encore le projet sur les dernières tranches. Il était encore possible de sortir environ 5 commerces sur ce secteur. Voilà, aujourd'hui, on se donne le temps pour ressonder la population, réinterroger le potentiel pour être certain voilà, que le projet a la capacité d'absorber cette offre nouvelle, notamment sur le volet restauration, qui, même si on en aurait envie, on sent bien que c'est délicat de faire vivre ce type d'activité sur cette zone de chalandise. Et je rejoins aussi du coup ma collègue de Montbéliard pour dire qu'on on le savait, mais finalement on le renforce encore plus. On mesure que l'ambition des projets connexes à cette opération commerciale, notamment sur le volet espace public, notamment sur le volet habitat, sont essentiels. Et aujourd'hui, en fait, on a le projet d'aménager une place en complément, et on revoit le programme avec une dimension notamment paysagère qui est déjà du temps beaucoup plus forte, parce que voilà, on se rend bien compte que pour faire vivre aussi cette centralité, il faut qu'on soit irréprochable sur la totalité en fait des programmes qui accompagnent cette offre. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Je vais exercer la censure qui est le droit et même le devoir en fait de l'animateur. Donc, il y a des questions fort intéressantes sur les acquisitions foncières, sur la place de l'ESS, sur les critères pour justifier de l'intervention de la NCT. Je vais laisser ces questions pour la fin, pour qu'on soit sûr d'écouter le témoignage de Peggy et Tav, à qui je laisse la parole maintenant. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, direction Orléans Métropole. Alors, on n'entend pas très bien ou c'est moi? Collectivité, donc avec Non, on n'entend pas très bien. Vous m'entendez? Si je monte le son très fort de mon micro, de mon casque, oui. Pardon? Est-ce que vous pouvez vous raccrocher de votre... Problème de connexion. Vous rapprocher de votre écouteur ou... Je me rapproche. De votre écouteur. Voilà, super. De votre micro. Bah, maintenant, un peu mieux. Si vous rapprochez encore un peu, encore mieux. Ouais, voilà. Maintenant, c'est mieux. Vous bougez pas, vous restez comme ça. Voilà. C'est parfait. Donc, ça va être très confortable. Donc, Orléans Métropole, c'est 22 communes. Donc là, on part sur Orléans. Donc la métropole d'Orléans, c'est 10 quartiers prioritaires, dont 3 quartiers prioritaires donc, qui sont pour le coup, qui bénéficient donc d'un programme de renouvellement urbain. Pour La Source, donc là on part sur La Source, quartier de 10 000 habitants, Orléans 115 000 habitants. Le projet de transformation du quartier de La Source donc s'articule autour de plusieurs enjeux. Il s'agit donc notamment de poursuivre la dynamique de projets engagés dans le cadre du premier projet de renouvellement urbain dans une logique de développement économique et social renforcé. Le premier programme de renouvellement urbain était surtout axé sur la création d'équipements avec un complexe sportif, une médiathèque, un nouveau groupe scolaire, une maison des associations, mais également sur la requalification d'espaces publics avec la création de jardins et la diversification au niveau de l'offre de logement. Dans ce projet de transformation du quartier de La Source, on a également pour objectif de décloisonner le quartier pour justement créer de nouvelles liaisons sur les grandes avenues, de mixer les fréquentations et de valoriser donc les liens qui ont été noués avec Orléans Grand Campus, puisque à La Source, vous avez donc sur le quartier de La Source l'université d'Orléans, le centre hospitalier régional d'Orléans, tout un centre de recherche avec le CNRS, le BRGM et l'INRA. Donc l'objectif étant justement de valoriser les liens noués avec Orléans Grand Campus, les services de La Source, des lieux de vie sociale et associative. L'objectif étant également de réinvestir les avenues et de répondre aux enjeux de la restructuration de la dalle, puisque nous avons une dalle donc sur le secteur, donc le premier secteur du quartier, où là l'objectif est vraiment de démolir une tour, s'approprier les espaces donc qui vont être disponibles pour justement ouvrir, faire disparaître cette dalle et ouvrir justement
le quartier en lien avec l'université et avec le centre de recherche. Les éléments clés du programme de rénovation urbaine sur la source, on va aller sur la restructuration commerciale du centre commercial Bollière 3, sur l'aménagement d'espaces de proximité, la création d'un programme économique sur les avenues, et j'en passe. Donc pour le coup, là, on part sur, je pense qu'on peut aller directement sur la slide suivante pour aller faire un focus sur le centre commercial Bollière 3. Donc c'est un tout petit centre commercial donc d'une quinzaine de cellules qui existent depuis plus de 40 ans, qui est situé en cœur de quartier. Qui fonctionne donc en copro avec une superficie d'environ 2000 m². Différentes études ont démontré donc la fragilité commerciale de ce centre commercial, alors même qu'il jouait un rôle essentiel dans l'offre de proximité du quartier, puisqu'il y avait une forte fréquentation donc de ce centre commercial. L'affaiblissement donc de sa commercialité se traduisait notamment par l'augmentation de sa vacance commerciale, qui s'apparentait à un tiers donc des cellules, et par l'appauvrissement donc de son offre. On a eu la fermeture successive donc de la poissonnerie, du fleuriste, d'une agence bancaire, d'un magasin de prêt-à-porter, de la papeterie et d'une charcuterie. Sont restés donc une supérette, une boulangerie, un coiffeur, une pharmacie. Les fonctionnalités commerciales du centre ne répondaient plus aux exigences actuelles, elles étaient peu qualitatives, il y avait un manque de visibilité, un sentiment d'insécurité donc au sein de ce centre, puisque il y avait une galerie centrale désuète qui pénalisait bien évidemment donc le développement de l'offre commerciale. Et malgré donc tous ces points plutôt négatifs, il a été effectivement constaté une forte fréquentation, et même si aux abords du centre commercial Bollière 3 et aux abords du quartier, vous avez de grandes surfaces qui se sont implantées, avec de grandes enseignes que je ne nommerai pas, la collectivité a fait le choix donc de maintenir une offre de commerce de proximité, avec notamment donc un enjeu fort pour le développement et la qualité de vie des habitants du quartier. Donc il a été acté en 2017 donc ce projet de restructuration qui visait donc à moderniser le centre commercial et améliorer ses fonctionnalités. Cette restructuration donc permettra donc de redynamiser l'offre commerciale du centre en pérennisant les commerces présents, donc la pharmacie, le coiffeur, la boulangerie et le supermarché, et en accueillant de nouvelles activités qui lui font défaut aujourd'hui. Pour nous accompagner donc dans cette démarche, un contrat donc de revitalisation artisanale et commerciale donc a été signé en 2019 entre la collectivité et la SEM d'Orléans Métropole, donc afin de fixer donc les droits et obligations respectifs des parties, et notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur réalisera ses missions sous le contrôle de la collectivité. À ce jour, au niveau de ce projet, donc ce projet a débuté au 3e trimestre 2019. Il avait été donc notamment fléché sur une période de 18 mois. Et tout compte fait, le projet de restructuration est toujours en cours. On devrait donc aboutir à une livraison des cellules donc au 2e trimestre 2022. On est sur différentes étapes, un repositionnement et un dimensionnement des cellules commerciales, avec une opération à tiroir. Pour le coup, pour plusieurs activités, la suppression de la galerie marchande, facteur d'insécurité et pas propice justement au développement commercial et à la fréquentation donc de clients. La création d'une nouvelle façade donc attractive et moderne. Et bien évidemment, l'aménagement des abords du centre commercial, avec la création d'un parvis, de liaisons piétonnes pour faciliter l'accès, puisqu'il y avait vraiment un gros travail de mise aux normes à effectuer, donc que ce soit au sein du centre commercial, mais également aux abords du centre commercial en termes d'accessibilité. On a donc ce projet, comme je disais, toujours en cours. On a rencontré des retards
avec notamment dans le cadre de la gestion d'un chantier en site occupé, avec des commerçants ouverts à la clientèle, des entreprises donc, qui intervenaient en même temps, ce qui était compliqué au quotidien, avec des découvertes pendant le chantier qui n'avaient pas été anticipées au préalable. Et puis aujourd'hui, sur la quinzaine de cellules commerciales, on a à ce jour encore trois cellules vacantes pour lesquelles on rencontre beaucoup de difficultés justement à capter de nouveaux commerçants. On a des pistes, hein, on va dire des projets en cours avec un boucher. Ce qui est une demande très forte de la part de nos élus et des habitants du quartier, mais également un poissonnier. Ce que j'ai pas dit au préalable, c'est que sur l'avenue de la Bollière, qui traverse le quartier de la Source, au sud de cette avenue, vous avez le centre commercial Bollière 3 et au nord de l'avenue, vous avez donc plusieurs cellules commerciales. On a principalement de la restauration rapide, très peu de commerces, beaucoup de cellules vacantes. Et aujourd'hui, effectivement, on rencontre une grande problématique juste pour faire venir de nouveaux commerces, des commerces artisanaux, pour le coup, sur cette avenue, puisqu'on a cette concurrence forte à côté de grandes surfaces. Voilà, j'essaie d'être très très rapide et concise pour le coup. Là, vous avez également deux visuels avec la refonte de la façade du centre commercial et des abords avec la création d'un parking, d'un parvis qu'on ne voit pas qui est plus sur la droite du centre commercial et de liaison accessible entre le tram pour le coup et le centre commercial. Merci beaucoup. Est-ce que l'un des intervenants a une question de clarification, précision à poser à Madame Etave avant qu'on enchaîne avec des questions peut-être plus transverses aux différents témoignages? Alors, il y a une question sur l'enjeu de maîtrise foncière qui se pose pour ce projet et comme pour les autres d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur les modalités de la maîtrise foncière? Alors aujourd'hui, c'est la SEM effectivement avec laquelle on a contractualisé, donc qui porte justement toute cette maîtrise foncière et qui s'occupe justement de gérer toute cette partie-là en étroite collaboration pour avis auprès de la collectivité au travers du CRAC. Ce CRAC, justement, ce contrat de revitalisation artisanale et commerciale nous permet justement de déléguer toute cette partie-là à la SEM qui va gérer toute la partie foncière. Gestion des bails. Très bien, merci. Feu les CRAC qui ont été signés juste à temps, donc. D'autres demandes de précision sur ce témoignage-là, où on enchaîne avec des questions peut-être plus transverses? J'y vais. Il y a notamment une question sur l'activation des réseaux d'économie sociale et solidaire pour les enjeux de commercialisation de ces polarités commerciales. De quelle façon ils ont été actionnés ou pas? J'ai plus la question exacte sous les yeux, mais enfin c'était le sens et je rajoute presque que ça aurait pu être une piste ou ça pourrait être une piste peut-être pour les programmes qui ont du mal à sortir de restauration. Est-ce que alors Caroline, je vois que vous bougez les lèvres, mais vous êtes pas votre micro, non? Vous n'avez pas envie de prendre la parole? Ah, Laurence. comment? Laurence. Laurence, pardon, excusez-moi. Oui, une précision, nous avons réalisé un appel à projet très ouvert pour justement faire venir des commerçants dans le centre des Hexagones et nous avions activé ces réseaux-là, mais nous n'avons eu aucun retour. D'accord. Aucun.
très bien. Pas de pont particulier avec l'ESS pour les 2 autres projets non plus? Alors, pour Amiens, sur l'opération qui est portée par la NCT, on n'a pas de lot prévu pour l'économie sociale et solidaire. Néanmoins, l'opération, elle est aussi portée par le bailleur Claisance, qui a des locaux d'activité de prévus en rez-de-chaussée et dont une partie sont réservées plutôt voilà, au milieu associatif, voire en effet au projet d'économie sociale et solidaire. Mais à ce stade, voilà, l'identification éventuellement de porteurs de projets reste en réflexion. Voilà. Et sur les tissus, en tout cas amiénois, on a un réseau notamment d'entreprises d'insertion qui est plutôt déjà très bien développé et implanté par ailleurs. Donc ça, c'est pas forcément avéré nécessaire sur le lieu. Une question transverse au projet, aux 3 projets. 3 projets ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage public. Est-ce que ça signifie qu'il est impossible d'attirer des investisseurs privés sur ce type de projet? Oui, oui. Pour ne pas caricaturer le propos, nous avons essayé. Nous sommes allés assez loin avec un investisseur privé qui a jeté l'éponge parce qu'il n'y avait aucune rentabilité économique. Et du coup, je rebondis, Laurence, dans la société justement commune que vous évoquiez, il y a un engagement de portage sur une durée délimitée? Oui, elle est de 20 ans. D'accord. Oui, et l'ANRU a apporté une subvention à la société de portage, puisque la société de portage, pour pouvoir accueillir les commerçants, loue à un prix qui ne permet pas un équilibre économique. Donc, sans cette subvention, ce n'est pas possible. Si, pour Oui, vous avez coupé votre micro, Caroline. Juste pour compléter, sur Amiens Nord, en effet, on avait testé un privé, voilà, ça c'est pas avéré concluant. Sur un autre quartier beaucoup plus petit, avec des conditions urbaines moins favorables, on est quand même en passe de travailler avec des privés, mais sur du coup des choses beaucoup plus réduites, notamment voilà avec une pharmacienne qui est en mesure de porter elle-même son projet avec une petite offre médicale et un supermarché en faisant entre guillemets des négociations sur d'autres sites aussi plus attractifs à l'échelle de l'agglomération. Voilà, mais porter un projet d'investissement qui regroupe une offre commerciale de boutique un peu plus développée avec un privé dans ces quartiers, en tout cas nous on n'a pas réussi. Et une réaction de Madame Étape sur ce sujet du portage public, investissement privé? Alors pour le coup, il faut de nouveau rapprocher votre micro de votre bouche. Excusez-moi. Pour le coup, concernant ce projet, étant arrivée il y a 1 an, je ne suis pas en capacité de pouvoir vous dire justement en 2017 quelle était la position de la collectivité et si ce projet était ouvert justement à un positionnement d'un porteur privé. Très bien. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Merci. Alors, il y a une autre question assez transversale qui est au sein des services des collectivités, comment s'est fait le dialogue, l'imbrication des services de développement économique et de la direction du renouvellement urbain? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que c'était main dans la main? Est-ce que c'était comment ça s'est passé? Alors de nouveau, ouais, voilà. Pour Orléans, je peux répondre pour le coup, où c'est en étroite collaboration avec le service commerce qui est dans la direction développement économique et on est sur un copilotage justement sur ce projet. Voilà. Ce qui est plus cohérent pour le coup sur ce type de projet. De notre côté,
Ouais, côté Amiens, le projet s'est construit aussi évidemment avec la direction du développement économique et en particulier surtout sur la phase de définition de la programmation que j'évoquais, d'identifier en fonction du site, de la concurrence locale, quels sont les opérateurs vraiment sur lesquels on peut compter, et sur l'organisation de comités de sélection où ils étaient présents avec la CCI pour vérifier la validité aussi avec la NCT des candidats qui se proposaient. Voilà. Donc c'est vraiment sur ce travail fin de dentelle d'aller trouver les bons exploitants. Très bien. Et côté Montbéliard, sur cette articulation d'Aveco Renouvellement Urbain? Alors nous, en tant que société publique locale, nos interlocuteurs privilégiés sont la direction de l'urbanisme et la maire en direct, mais nous avons œuvré beaucoup avec la CCI pour qualifier les prospects. Il y a une question intéressante également sur le sujet de l'insécurité. Est-ce que c'est une problématique qui a été anticipée, travaillée et comment? Allez-y Laurence, vous avez levé la main. Oui, c'est vraiment une problématique, c'est-à-dire que toutes nos actions de conception de l'espace public ont été traitées à l'aune de cette question de la sécurité ou de l'insécurité. C'est vraiment un point majeur si on veut que le commerce perdure. Et nous, on a beaucoup travaillé avec les référents sécurité de la préfecture, du commissariat, pour vraiment comprendre en fait comment l'espace public peut offrir un endroit apaisé, sécurisé pour les piétons, surtout. C'est vraiment un point majeur. Et par exemple, la ville a fait le choix, dans l'espace commercial, d'avoir un petit local où viendront en fait la police municipale de temps à autre, justement pour montrer qu'il y a une présence. Une présence. C'est vraiment un point majeur. Merci. Les espaces publics sont un point majeur dans la réussite d'une opération commerciale. Autre réaction côté Amiens sur cet enjeu de sécurité? Oui, donc le site évidemment, alors on est problème en tout cas d'un sentiment d'insécurité et surtout de trafic, évidemment. Il y avait une étude de SSP qui avait été menée, mais qui n'est pas forcément, je trouve, l'outil le plus intéressant. Aujourd'hui, à l'échelle de l'agglomération, il y a un diagnostic local de sécurité qui est réenclenché parce que vraiment les dynamiques se font sur un territoire quand même un petit peu plus large que le seul quartier. Et puis finalement, les ESSP, elles portent sur les aménagements, mais elles doivent être faits au préalable, donc les aménagements ne sont pas toujours bien définis. Bon, voilà, les résultats ne sont pas toujours très intéressants. L'enjeu aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que voilà, la question du trafic, de toutes les manières, on ne va pas la régler nous-mêmes, mais là, l'objectif, c'est que de par les projets qu'on développe en termes d'habitat, en termes d'usage sur les espaces publics, c'est qu'on soit capable de faire revenir d'autres personnes, d'autres publics, pour qu'en tout cas le sentiment d'insécurité, le trafic en tout cas, soit moins visible, disparaisse, aille ailleurs, ou voilà. Est-ce qu'à Orléans, vous avez une réaction, Madame Eda, là-dessus? Non, pas spécialement. Alors, il reste très peu de temps. Si vous avez une réponse très rapide à la question que je vais vous poser, allez-y, avant que je laisse la parole à David Lestou, qui est en gros, comment est-ce que finalement vous avez, ou pas d'ailleurs, adapté c'est une question qui se pose sur le plateau, vos modes de fabrication du projet, qui est un temps long, de fabrication des projets immobiliers, avec finalement une accélération des changements des modes de consommation, notamment avec le e-commerce, et également avec des réflexions quand même très nouvelles liées à la crise du Covid. Est-ce qu'il y a eu des réajustements, des nouvelles marges de manœuvre? Comment est-ce qu'il y a eu, ou pas d'ailleurs, modification des méthodes? Si pas, je vais laisser la parole à David Lestou, est-ce qu'il est avec nous? Tout à fait, tout à fait. Merci à vous. Juste quelques mots de conclusion
qui sont à la fois des éléments qui ressortent de l'étude que nous avons menée avec KPMG sur les QPV et les US, tout en précisant d'ailleurs, parce qu'on a oublié de le préciser tout à l'heure, que la synthèse de l'étude est disponible, hein, ça est disponible, vous pouvez en prendre connaissance. Donc 3 mots de conclusion, ces 3 mots, c'est transformation, périphérisation, intensification. Transformation parce qu'effectivement, il faut qu'on intègre dans la programmation commerciale des quartiers de demain le fait que le commerce est en grande transformation. Depuis 10 ans, les mètres carrés commerciaux un peu partout en France ont augmenté 10 fois plus vite que la population. Donc il est clair que lorsqu'on travaille la restructuration d'un centre commercial, il ne faut plus imaginer rajouter du commerce. Il faudra plutôt être dans la logique de réduire les linéaires commerciaux, parce qu'il y a des nouvelles formes d'organisation. Vous parliez du e-commerce, on peut parler aussi en alimentaire des achats chez le producteur, etc. Et peut-être aussi imaginer que le commerce ne sera pas uniquement un commerce physique. Le commerce, ça pourrait être de la livraison à domicile. Le commerce, ça pourrait être un marché non sédentaire. Le commerce, ça pourrait être un distributeur de pain ou des éléments aussi mixtes entre du physique et du digital. Donc, transformation, premier élément. Deuxième élément, périphérisation. Périphérisation, pourquoi? Parce que le phénomène aussi très marquant du commerce ces 5 dernières années, c'est l'implantation du commerce sur les axes de flux, entre les zones commerciales et les quartiers, entre les centres-villes et les quartiers, les boulangeries drive, les discounters alimentaires qui se mettent sur les axes de flux. Donc, il n'existe pas de stratégie de relance d'un pôle commercial en quartier si on ne limite pas à côté les potentialités ou les possibilités d'implantation de commerce sur les axes de flux. Ça renvoie aussi à des enjeux de maîtrise dans un PLU ou dans un PLUI, ou alors de recentrage de ces commerces de flux, du type Aldi, Lidl, pour en faire des locomotives comme Norma à Montbéliard dans le pôle commercial. Donc, maîtriser la périphérisation. Et troisième sujet, on pourrait l'appeler introversion ou intensification, comme je vous le disais, mais les deux vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart... David, on me fait signe qu'il reste quelques secondes. Voilà. Ouais, juste pour vous dire, mais ça va être très rapide, de dire qu'effectivement, le défi que l'on a aujourd'hui, c'est de recréer des centres commerciaux dans des quartiers qui perdent de la population et dont des centres commerciaux sont plutôt introvertis. La condition de succès, c'est comme à Montbéliard, c'est d'aller chercher de la lisibilité sur les flux pour compenser l'introversion et d'associer au commerce des services médicaux, des équipements qui créent du flux, conditions essentielles. Transformation, périphérisation, intensification, voilà. Merci beaucoup à tous pour l'intérêt de vos prises de parole et la clarté, et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, au revoir.